Bonjour Mara, Bonjour Philippe, comment tu vas? je vais très bien et toi? Très bien. Merci Super. beaucoup de nous recevoir dans tes beaux locaux à Dakar pour réaliser un podcast avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Merci à toi déjà. C'est Moustapha Sindiaye, fondateur de la marque Maraz, qui est une marque qui évolue dans la maroquinerie haut de gamme. On fait des sacs, des chaussures et des accessoires de bureau entre Dakar, Abidjan, Kigali et voilà, le monde. Alors oui, aujourd'hui tu es en train de conquérir de plus en plus d'espace. On parle de plus en plus de toi. Est-ce que tu es conscient quand même que ta notoriété est de plus en plus établie aujourd'hui? Bah oui, d'après les gens, oui. Tu commences à être une star. Ouais, pas une star, Enfin, mais ta marque en tout cas. oui, oui, la marque commence à être connue et c'est le fruit d'un long travail de plus de 7 ans et avec une équipe chevronnée de spécialistes et des gens sérieux qui ont l'amour du travail. Et voilà, on en profite pour remercier également tous ces clients qui croient en la marque, qui croient à l'Afrique et qui aiment les belles choses, qui les portent et qui les portent très bien partout dans le monde. Que ce soit l'or, le diamant, que ce soit l'agriculture, le titanium, que ce soit le manganèse, en fait. Le diamant, en fait, presque tout. L'Afrique est bénie. L'Afrique est l'un des continents les plus riches, naturellement. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre? Pourquoi est-ce que l'Afrique est sous-développée? Et pourtant, nous produisons assez pour les pays. En fait, nous sommes les producteurs de matières premières pour tous ces pays les plus développés d'autres continents, en Occident, en Amérique. Surtout en Occident. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique est donc pauvre? Pourquoi est-ce que l'Afrique est à ce niveau de pauvreté, l'un des continents les plus pauvres, pourtant, naturellement, l'un des continents les plus riches? Pourquoi est-ce que nous sommes derrière et pourtant ceux que nous sponsorisons sommes devant? Mais est-ce que les belles choses doivent être chères? Toi qui es dans le luxe. Alors, je pense que tout ce qui est beau et représentatif avec un symbolique doit avoir un prix. Je ne vous en dis pas Parce plus, que, les amis. comme je l'ai dit, c'est le Restez prix jusqu'à la du fin. travail, Let's go. de longue haleine, de mûre réflexion, d'investissement énorme, que ce soit humain, matériel et technique. Et je pense que cela doit être rémunéré à sa juste valeur. Est-ce que tu as le sentiment que je dis Maraz, justement, dans son positionnement et son pricing, est au niveau où il faut, ou alors il doit aller plus haut? On doit aller plus haut. On doit aller plus haut, mais on accepte de faire le chemin qu'il faut, de convaincre encore plus sur la qualité, sur la finesse, et même pas forcément sur la qualité, mais sur l'histoire, parce que je pense qu'on prend de la valeur dans le temps, on prend de la valeur avec l'expérience, et c'est vers ça où nous allons, et c'est là où nous voulons amener les clients. C'est leur vendre cette expérience Maraz, mais également l'expertise Maraz. À titre personnel, est-ce que tu te considères comme riche? Oui, oui. Déjà, j'ai la santé. Déjà, j'ai la santé. Ensuite, Dieu nous a dotés d'assez de créativité. Nous avons des clients qui aiment ce que nous avons, qui consomment. Nous avons des partenaires qui croient en nous. Nous avons des collaborateurs qui se donnent à fond pour atteindre nos objectifs et mener à bien notre vision. Que demander de plus? La richesse ne peut pas dépasser cela, je pense. En général, quand on parle de richesse, les gens pensent à l'argent. Je ne pense pas. Pour moi, l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen qu'on utilise pour atteindre certains objectifs. Comme dans l'entrepreneuriat, j'ai l'habitude de le dire, si tu n'as pas des ressources financières, tu ne peux pas avoir une grande boîte, pour moi. C'est vrai? Mais oui. Et pourtant, on nous vend le contraire. On nous dit non, tu peux commencer avec rien du tout. Ça veut dire quoi? Sans argent, tu ne peux pas avoir une grande boîte. J'ai l'habitude de le dire. Pour moi, oui, il y a une partie de storytelling où j'ai commencé avec 3 000, avec 10 000, dans une petite chambre, oui. Mais à un moment ou à un autre, ce qui t'a impulsé, ce qui t'a lancé, ce n'est pas les 3 000. C'est à un moment un coup que tu as eu, une levée de fonds que tu as eu, ou un prêt que tu as eu. Mais je ne pense pas que juste avec ces 3 000 là, oui, c'est le début, mais ce n'est pas ce qui a lancé la croissance ou le développement. Je ne pense pas. Alors, en discutant dans une autre émission qu'on a faite, parce qu'on a fait une autre émission ensemble, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à la regarder.
dans laquelle justement tu nous présentais un peu ta vision, d'où tu es venu dans cet univers-là. Tu nous as dit que tu faisais une levée de fonds. Oui. Parce qu'on parle d'argent dans ce podcast. Tout à fait. Pourquoi quand on s'appelle Maraz, qu'on est là depuis 7 ans, on a besoin d'aller faire une levée de fonds de 1 million d'euros? Alors, c'est un prêt, pas forcément une levée de fonds par rapport aux fonds d'investissement. Mais pour répondre à ta question, le pourquoi, c'est que nous avons été une entreprise qui a toujours réinvesti ses profits. De la première année jusqu'à maintenant. Tout ce qu'on a eu, on l'a réinvesti et ça montre la santé financière de l'entreprise, mais également la rentabilité du business. Parce qu'il n'est pas facile qu'un business qui tourne et qui continue à récupérer le cash pour gérer et son fonds de roulement et ses investissements matériels et immatériels et ses ouvertures de boutique et l'augmentation de sa production. C'est pas facile. Et à un moment donné, oui, effectivement, on s'essouffle parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas réellement à répondre à la demande. Alhamdulillah, c'est parce que les gens aiment, mais il nous faut pouvoir satisfaire beaucoup plus de monde et c'est pour cela qu'on veut aller vers l'industrialisation en trouvant un prêt, en levant un prêt au niveau des institutions financières de 1 million de dollars. Alors, du coup, on peut se poser une autre question, Oui. Mara. Pourquoi tu vas vers des banques africaines qu'on connaît en plus être voraces, Oui. plutôt que vers des investisseurs qui sont peut-être moins regardants sur les taux d'intérêt, enfin moins gourmands? Pourquoi ce choix? Alors, d'une part, parce qu'on fait confiance à notre business model. On sait qu'aujourd'hui, si on prend un prêt, on sera en mesure, sauf cas exceptionnel, de pouvoir répondre à nos échéances. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous tenons à notre vision et à la dérouler comme nous pensons que c'est la meilleure voie. Aujourd'hui, pour moi, quand on va vers des fonds d'investissement, on peut être appelé, on peut faire face à énormément de contraintes dans le déroulement de notre activité et de notre business plan. Et nous ne sommes pas encore prêts en tant que marque start-up dans le domaine de l'artisanat, qui n'est pas du tout structuré, à faire face à ces contraintes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup au-delà de la planification que nous avons mis, il y a beaucoup de feeling, il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup de flair qu'il y a derrière le développement de cette marque. Et nous tenons à l'assurer, nous tenons à le préserver. Ça veut dire que tu crains qu'en prenant des investisseurs, tu n'aies plus la liberté, la mainmise, la liberté exactement. de décider s'il faut aller à gauche, à droite, et puis qu'un investisseur se dit non, il n'est pas d'accord. En fait, des deux côtés, il y a des contraintes. C'est exactement ça. Des deux côtés, il y a des contraintes. Là-bas, il y a moins de risques par rapport aux intérêts, par rapport aux échéances qu'on doit payer. Mais malgré les taux? Non, il y a moins de risques au niveau des fonds d'investissement. Et au niveau des banques, il y a plus de risques par rapport aux taux. Mais encore une fois, comme je dis, nous croyons à notre business model. Nous savons où nous allons et comment y aller. Et c'est pourquoi on a jugé nécessaire de commencer. Par contre, on commence par eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, nous allons nous ouvrir à des fonds d'investissement. Mais en ce moment, pour moi, ce ne sera pas que pour l'argent. Il y aura beaucoup de parties techniques, d'accompagnement technique derrière. Alors, du coup, les banques ont quand même une très mauvaise réputation dans nos pays, d'être intraitables, d'avoir des taux exorbitants. Toi, dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent, tu as été confronté peut-être aux banques. Si oui, quelle est ton expérience? Alors, mon expérience, j'ai eu de bonnes comme de mauvaises expériences, de moins bonnes. Effectivement, les banques ne sont pas des enfants de cœur. Je pense qu'ils sont d'abord là pour leurs intérêts. Des fois, c'est dommage et c'est compliqué pour les startups. Je pense que le premier problème, c'est un problème de confiance. Il n'y a pas la confiance entre les deux parties. Il n'y a pas de confiance mutuelle. Les uns pensent que les autres vont venir les gruger et leurs entreprises ne sont pas stables. Ils vont faire des détournements d'objectifs et de fonds. Et les autres se disent qu'on nous taxe beaucoup trop par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux contraintes et même comment les contrats sont libellés. Et d'autres voient que l'offre de la banque classique n'est pas adaptée à la start-up africaine, surtout qui est dans le secteur de l'artisan, qui est le secteur que je maîtrise.
Et comme j'ai l'habitude de le dire, tant qu'on n'arrivera pas à avoir des packages qui répondent aux besoins réels des entreprises ou des startups artisanales ou du secteur primaire, nous aurons du mal à faire développer ou à faire décoller ces secteurs qui pourtant ont plus de valeur ajoutée ou peuvent avoir plus de valeur ajoutée que le secteur tertiaire. Mais à quel niveau tu vois l'inadéquation? Dans les attentes des banques? Où est-ce que ça ne matche pas? L'inadéquation, c'est plus au niveau, oui, des attentes et des requêtes des banques. Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à une entreprise qui domicilie 100% de ses fonds chez toi, qui est une petite entreprise, tu ne peux pas lui demander un certain niveau de garantie hypothécaire. Ce n'est pas raisonnable. Surtout quand il y a des garanties derrière qui ont été prises par l'État ou par des organismes internationaux. On se bat pour ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à une entreprise, effectivement, les banquiers ont l'habitude de te dire on ne finance pas du long terme sur du court terme. C'est-à-dire que quand tu viens rechercher un fonds de roulement avec des besoins en investissement qui sont globaux, on peut te dire, pour le fonds de roulement, on va te financer pour 1 an, 6 mois, 2 ans en crédit spot, le reste en investissement. Mais celui qui n'a pas les entreprises qu'il faut derrière, autour, dans sa chaîne de valeur, pour pouvoir avoir à temps voulu ce qu'il veut, il ne peut pas te payer ton argent au bout d'1 an. Il a besoin que cet argent tourne une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour pouvoir être rentable réellement. Et ça, c'est un problème auquel on est confronté, nous, dans ce secteur. Quand tu es dans les services ou dans la prestation intellectuelle, où tu as toute ta matière première, tu n'as pas ce problème. Quand tu es dans l'agriculture, où tout est là, par exemple, tu cueilles, tu transformes, là, tu peux, oui, prendre et rembourser au bout de 6 mois, 1 an. Mais quand tout vient de l'étranger, ce n'est pas du tout évident. Donc, je pense qu'au niveau des requêtes, il y a un problème. Au niveau des attentes, il y a un problème. Oui, mais là, tu parles juste des attentes des banques qui ne sont peut-être pas effectivement en adéquation avec la réalité des entreprises. Oui. Mais est-ce que tu ne dis pas aussi que les entreprises, malheureusement, dans nos pays, ne se formalisent pas assez? Beaucoup sont soit dans l'informel, soit même celles qui sont réellement régularisées, n'ont pas de comptabilité réellement sérieuse ni tenue. Je veux dire, pour qu'une banque vienne te prêter de l'argent, et même tout le monde, on a besoin de savoir ce que tu fais, Oui. que tu as des documents pour pouvoir le présenter. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez, les entrepreneurs. À force de tirer sur les banques, on ne leur dit pas assez. Formalisez-vous, travaillez sérieusement, ayez des bilans comptables, ayez des documents financiers, tracez tout ce que vous faites rentrer et sortir. Ce discours, on ne le tient pas beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai l'habitude de le dire. La formalisation ne se limite pas à la création de l'entreprise au niveau de la structure dédiée. Au-delà de ça, il y a la tenue de la comptabilité, il y a la tenue de tout ce qui tourne autour des finances, des projections. Et ça, comme je dis, ça ne nécessite pas juste un comptable. Ça nécessite également un expert financier et un expert comptable pour pouvoir se déclarer, payer les impôts, d'accord, et faire tout ce qui est nécessaire à ce niveau. Donc ça, oui, c'est un réel problème. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas avoir la confiance des banques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'historique. Il est important d'avoir l'historique. Et s'il y a un conseil que je peux donner aux entreprises par rapport à ça, c'est d'essayer de rester constant avec une au maximum de banques pendant un moment pour avoir une bonne historique, au lieu de s'éparpiller à avoir 3-4 comptes dans plusieurs banques et ne pas avoir des revenus conséquents dans ces différentes banques-là. On risque d'avoir des soucis à un moment donné quand tu vas aller même vers d'autres banques. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, au-delà de ces entreprises qui ne sont pas formalisées comme il se doit et qui veulent des prêts ou des accompagnements, il y a d'autres qui se sont bien formalisées, qui sont bien structurées, mais qui rencontrent d'énormes problèmes avec les banques. Et comme je dis, c'est toujours l'inadéquation entre l'offre et la demande des banques et des entreprises, des petites entreprises, des startups, et surtout qui sont dans le secteur primaire. J'insiste dessus. Parce que c'est un secteur où, même si toi tu es structuré, une bonne partie des parties prenantes qui sont autour de toi ne le sont pas. Ça, c'est un problème. Les besoins que tu as, toi, en tant qu'industriel, ça, les gens l'oublient. Tu sais, l'industriel, d'habitude, il n'a pas beaucoup de cash. Parce qu'il est appelé à réinvestir une bonne partie de ce qu'il a dans la matière première, dans ses outils de fabrication. Tout à fait. C'est le commerçant qui peut toujours se retrouver avec du cash. Oui, parce qu'il vend, il prend, il réinvestit pour directement acheter. Voilà. Et
Cela, il faut également que les banques le sachent. Une entreprise peut avoir une bonne santé financière, faire passer 2 milliards dans son compte en un an, mais qu'à la fin de la journée, qu'elle n'ait pas 100 millions en cash. C'est vrai. Et elle est bien portante. Mais des fois, ça pose problème au niveau de certaines banques.